questions, hein, je Oui, crois. tout à fait. Bonjour. Asseyez-vous. Là, je vous pose d'abord une petite question. Et après. Asseyez-vous ensemble. C'est la première fois qu'on vous voit ensemble. Vous avez ces symboles de l'unité. C'est ça que vous avez voulu affirmer ici. Bonjour à tous. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Madame Chevrillon. Écoutez, c'est une élection législative dans un contexte particulier, historique. Et nous avons souhaité réunir nos forces en respectant les sensibilités des uns et des autres, mais dans l'intérêt du pays, se mettre autour de la table pour travailler à son redressement et à son unité. Éric Ciotti, on ne vous attendait pas forcément là, mais vous êtes là. C'est pour ça que c'est important. Je crois que nous sommes à un moment important, un moment décisif pour le pays. Je disais ce matin dans une interview au Figaro que nous sommes en 58. Je crois que le pays s'effondre et les différents scrutins finalement ont montré le jugement des Français sur ce déclassement, cet effondrement, et en particulier au point économique. Et désormais, il faut engager une politique de redressement et je dirais d'évitement des dangers majeurs qui nous guettent, et notamment que demain nous ayons une majorité du Front populaire, de l'extrême gauche qui dirigerait le pays, ce qui serait pour nous la fin de la démocratie. Face à ce contexte, face à la bipolarisation, j'ai fait un choix. Il est inédit, il a pu surprendre, mais c'est un choix réfléchi, mesuré. C'est le choix de la France, c'est le choix d'additionner nos forces pour redresser ce pays, et c'est ce qui me conduit à être là aujourd'hui, d'autant que j'ai vu que peut-être les choix des invités ont été faits pour moi en jugeant qui était président de ma famille politique, ce que je regrette un peu. Merci à Jordan Bardella de m'avoir associé à ce temps d'explication, à ce temps de réponse qui est important. Alors, on va justement, je vous rappelle rapidement les règles du jeu. Pendant 15 minutes, nous allons échanger et Jordan Bardella, vous allez faire une intervention pour expliciter votre programme économique. Vous savez qu'il y a beaucoup d'attentes, un peu la question que je posais aussi aux représentants du Front populaire, du nouveau Front populaire. Les extrêmes font peur, Patrick Martin l'a souligné aussi tout à l'heure. Vous allez nous dire comment vous pouvez rassurer les entreprises. Ensuite, pendant une petite demi-heure, des questions des représentants des 15 organisations patronales que vous avez devant vous là. Grosso modo, 90% des entreprises privées sont là ou sont représentées. C'est vous dire s'il y a beaucoup d'attentes. Moi, j'ai une question juste comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour les rassurer, pour rassurer les entreprises? Même question que j'ai posée à Éric Coquerel et Boris Vallaud. J'ai compris en venant ici devant vous aujourd'hui qu'il fallait que je rassure les milieux économiques. Je pense que la France est aujourd'hui à la croisée des chemins, que la situation budgétaire du pays et que la déraison budgétaire dans laquelle nous sommes plongés depuis 2017 fait peser un risque de décrochage économique, que ce bilan de 300 milliards d'euros de dettes supplémentaires depuis 2022, d'un état des lieux de 3 000 milliards aujourd'hui, record également du déficit public et du déficit commercial, impose d'abord de l'humilité de la part de ceux qui en sont comptables et surtout un esprit de responsabilité pour ceux qui s'apprêtent à leur succéder. Je l'évoquerai devant vous, mais mes ambitions, elles sont très simples. C'est remettre de l'ordre dans le pays, remettre de l'ordre dans la rue, remettre de l'ordre dans les comptes publics et surtout déverrouiller aujourd'hui les contraintes qui pèsent sur la croissance, parce que je pense que si on veut affronter ce mur de la dette et réorienter la trajectoire budgétaire du pays, on a besoin de nos entreprises et on a surtout besoin de créer de la richesse. Et je déplore d'ailleurs que pendant la campagne des élections européennes, on avait eu l'occasion d'en parler ensemble, mais le mot qui manquait, je trouve, dans tous les programmes politiques, c'était la croissance. Moi, c'est ma conviction et c'est celle que je suis venu vous exposer aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup de questions sur le pouvoir d'achat, la retraite, la fiscalité. Est-ce que vous voulez peut-être exposer vos mesures? Parce qu'on vous a un peu reproché ces derniers temps de reculer dans le programme que vous aviez du Rassemblement national. Est-ce que concrètement, vous pouvez nous dire en quoi consiste votre programme économique? Bien, mesdames, messieurs, je le disais il y a quelques semaines,
j'étais venu devant vous pour détailler notre programme économique dans le cadre de la campagne des élections européennes. Le résultat historique du Rassemblement national a provoqué un contexte politique tout aussi historique, certains diront incertain, avec la convocation de ces élections législatives anticipées. Je me souviens que les observateurs tout au long de cette campagne étaient unanimes sur l'impossibilité formelle de ce scénario que nous réclamions, et j'y vois là l'une des qualités du Rassemblement national, qui est celle de réaliser à chaque fois ce que tout le monde pense impossible. Monsieur le Président Martin, merci pour votre invitation. Je vous remercie un peu moins pour les amabilités que vous avez eues à mon endroit ce matin dans le Figaro. Ça fait toujours plaisir de se réveiller le matin en étant qualifié de danger par la personne qui vous invite une heure après pour dialoguer. Mais je ne peux développer, et nous le disions tout à l'heure, de perspectives économiques pour le pays sans rappeler à chacun que le gouvernement qui sera constitué à l'issue de ces élections législatives va hériter d'une situation budgétaire et financière de quasi-faillite. Je l'ai rappelé, 3 000 milliards de dettes, un déficit public record et un déficit commercial de plus de 100 milliards. Cette situation appelle d'abord à l'humilité ceux qui en sont comptables et à la responsabilité ceux qui vont leur succéder. Depuis 2 ans au Parlement, nos députés se sont heurtés à des rétentions d'informations, à une volonté avérée de dissimuler la réalité du dérapage budgétaire du pays. Ma première action sera donc d'engager, comme Premier ministre, un audit des comptes de la nation pour permettre aux Français d'avoir une vision claire, indépendante, sincère de la gestion de l'argent public, des sources d'économie, mais aussi des capacités financières mobilisables pour réformer. Lors de notre précédente rencontre, j'avais affiché devant vous une conviction et une ambition. Pour créer de la richesse et payer ses dettes, la France a besoin de ses entreprises, de toutes ses entreprises, et la France a évidemment besoin de croissance. Pour vous exposer nos perspectives dans les quelques petites minutes qui me sont imparties, j'ai voulu me mettre à votre place et identifier les critères qui seront les vôtres au moment d'investir, de faire fonctionner et de développer votre entreprise. Ils sont au nombre de 6. Le premier d'entre eux, c'est la stabilité fiscale. Pour produire, nos entreprises ont besoin d'une fiscalité de croissance, adaptée à la réalité de la compétition internationale. J'entends poursuivre le réalignement compétitif, engagé avec la baisse des impôts de production qui restent en moyenne 2 fois plus élevés que ceux de nos partenaires. D'ici à 2027, la CVAE sera intégralement supprimée et nous engagerons progressivement le chantier de la fin de la C3S. Les heures supplémentaires défiscalisées seront quant à elles maintenues. Le second critère, c'est l'efficacité de l'État. Un État trop souvent là où on ne l'attend pas et défaillant dans les secteurs régaliens. Nous entendons engager dès l'automne des états généraux de la simplification. Je vous laisserai 12 mois, secteur par secteur, filière par filière, pour dresser un état des lieux des contraintes qui pèsent sur la croissance. Notre méthode, je vous l'avais exposée, sera celle de la stratégie tricolore, vert, orange, rouge. Dans les dossiers verts, vous disposerez les normes vertueuses et protectrices. Dans le dossier orange, vous classerez les normes qui vont dans le bon sens mais qui nécessitent d'être modifiées ou réécrites. Dans le dossier rouge, vous inscrirez celles qui entravent votre activité et à l'issue de ces 12 mois de travaux, je demanderai à mon gouvernement et à la majorité de lever raisonnablement les contraintes normatives qui pèsent sur votre activité. Durant ces 12 mois, je décréterai une pause réglementaire dans les surtranspositions européennes. L'efficacité de l'État, c'est aussi le rétablissement de l'autorité, par un tournant sécuritaire et pénal, alors que notre pays subit une dégradation sans précédent de l'ordre public qui pénalise notre attractivité et notre image sur la scène internationale. Le troisième critère, ce sont des infrastructures attractives. La France a de nombreux atouts. Nous disposons d'un parc nucléaire que le monde entier nous envie. Encore faut-il pouvoir profiter de cet avantage compétitif. Notre ambition avec Éric Ciotti est de refaire de la France un paradis énergétique. Le nucléaire est et restera la clé de voûte de notre souveraineté économique. Il demeurera le cœur des investissements de l'État en matière énergétique. Et plutôt que de déployer des boucliers énergétiques coûteux, je propose que l'État défende enfin ses intérêts en Europe en rapprochant les factures énergétiques du coût réel de production en France. Le quatrième critère, c'est celui du capital humain et de la compétence. Trop de chefs d'entreprise subissent une double peine. Comme citoyens, ils financent l'école de la République dont les exigences diminuent. De l'autre, comme chefs d'entreprise, ils sont contraints de financer leur propre structure de formation pour compenser. En plus de recentrer l'école sur les savoirs fondamentaux, nous entendons remplacer le collège unique par un collège modulaire qui orientera plus tôt, plus vite, les élèves vers des filières professionnelles qui sont aujourd'hui injustement dévalorisées. Pour fidéliser et récompenser les salariés, pour valoriser le travail, nous voulons donner la liberté, vous donner la liberté d'augmenter les salaires sans que cela pèse sur votre activité
jusqu'à 10% de hausse de salaire exonérés de cotisations patronales. Et cette mesure doit permettre en partie de répondre à l'impératif des salaires trop bas en France sans menacer la prospérité des entreprises. Il m'en reste deux. Le cinquième critère, c'est celui de l'accès au capital. Notre ambition est de flécher l'épargne vers l'économie réelle. La France est l'un des pays où l'épargne est parmi les plus élevés de l'OCDE, vous le savez. Nous entendons bâtir un fonds souverain. Par un véhicule d'investissement ambitieux au capital garanti par l'État, les Français pourront librement y souscrire et orienter leur épargne au service de grands projets, d'infrastructures énergétiques ou encore de l'innovation et de l'intelligence artificielle. Le sixième et dernier critère, qui est peut-être plus essentiel, c'est celui de la stabilité politique. La dissolution de l'Assemblée décidée par le Président offre à la France la possibilité d'une alternance raisonnable. L'ambition que nous portons avec le président Ciotti est celle d'une rupture responsable, une majorité de redressement, respectueuse des corps intermédiaires et des partenaires sociaux, soucieuse de la stabilité des institutions, de la paix civile et bien sûr du bien commun. Dans cette campagne, il y a ceux qui veulent l'insurrection et la bordélisation. Il y a ceux qui vous promettent le grand soir fiscal et le Venezuela sans le pétrole. Et il y a ceux qui refusent le décrochage économique du pays, qui veulent appliquer en France, avec bon sens et pragmatisme, les recettes qui fonctionnent dans le reste du monde. Voici donc, en quelques brèves minutes, notre cap. Il sera clair, la croissance et la remise en ordre de l'État. Je vous remercie. Merci, Jordan Bardella. 2-3 questions à vous poser. Ensuite, donc vous me direz qui veut répondre, si c'est Éric Ciotti, si c'est vous, Jordan Bardella. Vous voulez dire un petit mot rapide, parce qu'il ne nous reste que 4 minutes. Et on est deux. Ensemble. Ah oui, mais les règles s'appliquent pour tout le monde. Merci. Quelques mots d'introduction pour vous dire ma joie d'être devant vous, d'être devant les entreprises de France dans ce contexte politique si inédit et majeur pour l'avenir de notre pays. Je viens devant vous dans le cadre de l'accord de coalition que nous avons scellé avec Jordan Bardella pour redresser la France. Je viens devant vous avec mes valeurs, mes convictions, celles que j'ai toujours défendues. Je crois en la liberté économique, j'oserais dire que je suis libéral. Je crois aux entreprises et je considère que seules les entreprises sont source de croissance et d'emploi. Ces convictions, aujourd'hui, elles sont placées au service de la France. Alors, je sais qu'il y a des inquiétudes, des interrogations. Toute inquiétude est légitime quand elle n'est pas orientée. Mais je l'avoue, voir placé sur le même plan notre programme responsable, réfléchi, qui vise à redresser la situation d'un pays qui s'enfonce dans une forme de chaos budgétaire, fiscal, social, et le programme du Front populaire m'a quelque peu étonné, mon cher Patrick, ce matin. Non, nous n'avons pas la même vision du pays. Non, nous ne portons pas les mêmes menaces. Nous avons une ambition, c'est redresser la France. Redresser la France, le diagnostic, je ne m'y attarderai pas, vous le connaissez, il est grave et il est lourd. Aujourd'hui, comment enrayer ce déclin? On dépense trop et Éric mal Ciotti, je suis désolée, nos services publics. Je suis absolument incorrect. Je termine. Oui, voilà. Nous portons donc un triple choc, un choc de pouvoir d'achat, un choc de pouvoir de produire, un choc de pouvoir de transmettre. Mais avant cela, et en fonction de l'audit qui sera fait, rien ne sera possible si nous ne réduisons pas drastiquement nos dépenses publiques. Et là, nous nous rejoignons. Choc de pouvoir d'achat sera possible si préalablement nous avons réduit nos dépenses, réformer l'État enfin, réformer notre millefeuille territorial et donner de la marge pour donner de la marge à ceux qui produisent et à ceux qui aspirent à vivre dignement, parce qu'on a ce double paradoxe de salaires trop faibles aujourd'hui et de charges trop lourdes pour les entrepreneurs, sans oublier bien sûr, et je terminerai là-dessus, parce que les entreprises de France, ce sont aussi ce million de commerçants, d'artisans qui font vivre notre nation avec beaucoup de courage et avec beaucoup de difficultés dans un monde surfiscalisé et surnormé. Merci beaucoup, Éric Ciotti. Et désolé d'avoir écourté votre intervention.
mais beaucoup de questions à vous poser. Bon, très rapidement. Juste, vous avez dit, Jordan Bardella, je ne serai pas Premier ministre si j'ai une majorité relative. Si jamais on est dans cette configuration, vous pourriez prendre un peu, comme a fait Giorgia Meloni en Italie, un expert, un économiste, un Mario Draghi, à l'équivalent français, ou comme a fait en son temps Valéry Giscard d'Estaing avec Raymond Barre, ou un chef d'entreprise. Présent dans la salle? Why not? Non, mais je vais vous dire, moi, j'essaie de, et je me suis toujours efforcé à ça dans mon engagement politique, c'est de tenir un discours de vérité. Et je ne veux pas faire croire à mes compatriotes et faire croire aux Français que si demain, nous sommes le premier groupe à l'Assemblée nationale, mais en configuration de majorité relative, alors on peut changer les choses. Parce que précisément, une cohabitation avec une majorité relative, c'est la situation du blocage. Et c'est en somme le blocage qu'on vit dans le pays depuis 2 ans. Donc j'irai à Matignon si j'ai les leviers pour agir. Voilà, nous avons l'énergie, les talents, les compétences, je crois la solidité du projet pour le faire, mais je ne mens pas à mes concitoyens. Et je pense que la différence que nous avons avec les autres, c'est que précisément nous ne sommes pas comme les autres. Et je n'ambitionne pas d'être à Matignon pour ma gloriole personnelle. Donc j'irai si j'ai les leviers pour agir, mais j'entends bien convaincre une majorité de Français d'avoir cette majorité absolue, parce que je pense que notre pire ennemi, c'est le temps. On a le sentiment, puisque vous parlez de franchise, on a le sentiment que tout ce qui était un petit peu la colonne vertébrale du programme économique de votre gouvernement, si jamais vous arrivez au pouvoir, c'est-à-dire la baisse de la TVA, la réforme des retraites, tout ça, c'est repoussé aux calendes grecques. Pourquoi? Est-ce que là, vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Vous êtes devant des chefs d'entreprise qui ont un vrai principe de réalité quasiment quotidien. Qu'est-ce que vous allez faire, vos 3 premières mesures? L'audit, on a compris, j'aurais une question là-dessus. Il est fondamental. Oui, enfin maintenant tous les chiffres sont sur la table, Non, vous allez aller à la Cour des comptes, vous allez au Conseil des finances publiques. Madame, les chiffres ne sont pas sur la table. Je vous rappelle que les comptes de la sécurité sociale, notamment, n'ont pas été certifiés par la Cour des comptes parce qu'ils étaient jugés insincères, et qu'à l'Assemblée nationale, lorsque nos députés en commission des finances ont exigé un certain nombre d'informations, le gouvernement a été accusé, y compris par la presse, de faire de la rétention d'informations. Donc je pense que c'est important d'avoir une idée claire de la situation budgétaire du pays, d'identifier des pistes d'économie. Il y a beaucoup de pistes d'économie à faire dans la dépense publique. La fraude en est un. Le fonctionnement de l'État et la multiplication des strates administratives et des agences en est une. L'immigration est un coût aujourd'hui considérable pour les finances de l'État, et je souhaite, et je serai précisément celui qui engagera la réduction des dépenses sociales liées à l'immigration dans notre pays. Je considère aussi que la contribution française au budget de l'Union européenne, qui a augmenté de 44% depuis 2017 et qui a été multipliée... Et ça nous amène où? Ça nous amène mois de septembre, mois d'octobre, et après vous prenez quoi comme mesure? J'ai identifié 2 temps dans mon action. Le premier temps, c'est celui des urgences. J'identifie 3 urgences, à prioriser naturellement. Le pouvoir d'achat, la sécurité et l'immigration. Je ferai donc voter 3 lois d'urgence sur ces 3 priorités qui sont aussi celles des Français. Sur la question du pouvoir d'achat, moi je suis très clair. Il ne peut pas y avoir de bonne économie et d'entreprise qui va bien avec des Français qui sont aujourd'hui à la gorge, étouffés par l'augmentation des factures, et notamment des factures d'électricité de 45% depuis 2 ans. J'ai donc indiqué dans le projet qui était le mien que je ferai de la baisse des factures d'électricité, de la baisse des factures d'énergie, ma priorité par 2 mécanismes. La première, c'est une baisse de la TVA sur l'électricité, le gaz, le fioul et le carburant. Ça coûte 12 milliards. Nous identifions les pistes de financement. J'en ai évoqué certaines ces derniers jours, mais c'est une priorité budgétaire que nous assumons parce que je pense que l'urgence, c'est de rendre aux Français les fruits de leur travail et de leur rendre une partie de cette fiscalité qui est aujourd'hui confiscatoire en France. Et deuxièmement, j'engagerai auprès de la Commission européenne une négociation sur la base de la négociation qui avait été négociée par l'Espagne et le Portugal pour permettre à la France de retrouver un prix français de l'électricité. Aujourd'hui, les règles européennes de fixation des prix de l'énergie ont considérablement fragilisé le pouvoir d'achat de nos compatriotes et ont aussi réduit l'industrie dans des proportions qui sont extrêmement importantes. Vous faites une loi de finances rectificative, donc ça veut dire je ferai un projet de loi de finances rectificative session extraordinaire à condition que le président de la République l'accepte. Parfaitement. C'est une session extraordinaire qui visera un projet de loi de finances rectificative. On va tout de suite aller dans les questions
que les représentants ici ont à vous poser. Après, on viendra sur la question des retraites, parce qu'on sait qu'Éric Ciotti était même pour la retraite à 67 ans. Vous êtes pour 60 ans, donc on va essayer de comprendre. Ça, c'était Édouard Philippe. Non, vous étiez aussi, Éric Ciotti. 64 ans, 67. Ah bah, je peux reprendre vos propos si vous voulez. Madame, juste, je pense que vous ne pouvez pas dire vous êtes pour la retraite à 60 ans en balançant comme ça des choses qui sont inexactes. Ça s'appelle un teasing, Jordan Bardella. On va revenir là-dessus parce que c'est très sérieux. Vous pouvez teaser en disant la vérité. C'est très sérieux. Oui, mais donc si c'est très sérieux, il faut dire la vérité. Nous défendions un départ à l'âge légal de 40 ans et 60 avec 40 années travaillées, un départ à l'âge légal de 60 ans pour ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans. Donc il faut être très clair. Et au-delà, il y a une progressivité qui se mettait en place. Mais je ne suis pas responsable de l'état budgétaire du pays. Et évidemment que dans les mesures que nous sommes amenés à prendre et à prioriser, il faut prendre en compte l'état budgétaire du pays, qui est catastrophique. Justement, une question sur le budget, une question posée par quelqu'un du MEDEF qui s'appelle Laurent Giovacchini. Si vous êtes là, si on peut avoir un peu de lumière. Bonjour. Je suis dirigeant d'une entreprise de services du numérique et président de la fédération Syntec. Vous avez eu des mots assez durs sur la situation des finances publiques. Or, le montant des dépenses supplémentaires de votre programme a été évalué, à tort ou à raison, vous nous le direz, à plus de 100 milliards d'euros. Vous avez annoncé vouloir couvrir ce coût par la lutte contre la fraude. On sait que notre pays a déjà une des administrations les plus efficaces en la matière, par la réduction des dépenses sociales liées à l'immigration, peut-être 10 milliards d'économies, et par 2 milliards de coupes dans le budget de l'Union européenne. Il manque donc au bas mot 80 milliards d'euros pour arriver à ce 100 milliards de dépenses supplémentaires. Alors, sans langue de bois, sans peut-être même attendre les résultats de l'audit des finances publiques dont on peut aisément anticiper les conclusions, comment comptez-vous financer ces 100 milliards d'euros? Est-ce par de nouvelles taxes, comme celle sur le tonnage, par exemple, au risque de dégrader notre compétitivité? Est-ce que vous souhaitez revenir sur le prélèvement forfaitaire unique, la baisse des impôts de production? Vous avez évoqué également, je l'ai noté, la réforme de l'État. Qui chiffre notre projet à 100 milliards? J'ai vu ce chiffre sortir du chapeau du gouvernement. C'est des économistes, des think tanks? Non, c'est sorti du chapeau du gouvernement qui indique que le projet du Rassemblement national va coûter 100 milliards. Bon, quand on a fait 300 milliards de dettes en 2 ans, c'est quand même assez savoureux. Je veux revenir à la raison budgétaire. Par conséquent, j'ai indiqué que le programme économique que nous mettrons en œuvre tiendra compte de cette réalité budgétaire et que précisément les marges dont nous allons hériter, encore une fois dans lesquelles nous n'avons aucune responsabilité, va nous amener à faire des choix et à mettre en place un calendrier. J'ai identifié ce calendrier. Dans un premier temps, ce sont les urgences. J'ai évoqué la mesure de baisse de la TVA qui coûte 12 milliards d'euros. Pour le reste, loi d'urgence sur la sécurité et l'immigration. À partir de l'automne et à partir du projet de loi de finances 2025, il y aura un étalement des mesures que nous portons et qui prendra en considération la réalité économique du pays. Mais il est très difficile de demander à un mouvement politique de projeter en quelques semaines, dans le cadre d'une cohabitation et d'un cadre institutionnel bien restreint, un projet politique qu'il s'apprêtait à projeter sur les 5 années du quinquennat où Emmanuel Macron a été élu. Donc il y a des économies à faire dans les dépenses de l'État, vous en avez rappelé certaines. Évidemment qu'il y a des niches fiscales aujourd'hui qui sont attribuées à de très grosses entreprises qui font de très très gros profits qu'il nous appartient aujourd'hui de regarder. Le coût de l'État, de la décentralisation et notamment de la multiplication des agences publiques dont certaines ont une utilité un petit peu, je pense, douteuses, peuvent être des pistes d'économie envisagées. L'immigration est une piste d'économie envisagée. Et puis derrière, il faut recréer de la croissance, parce que je suis désolé, mais qui s'enrichit paye ses dettes. Et on affrontera le mur de la dette en luttant contre les gaspillages et en rationalisant la dépense publique, Éric Ciotti en a parlé tout à l'heure, mais aussi en recréant les conditions de la croissance pour précisément créer de la richesse et rembourser nos dettes. Mais la situation des finances publiques est telle aujourd'hui que le prochain gouvernement sera évidemment appelé à un principe de réalité et surtout à un principe de responsabilité. Merci. Vous voulez ajouter quelque chose, Éric Ciotti ? Une piste peut-être
essentiel, le coût de la formation professionnelle. Vous savez, je reviens, notre projet, il vise à redonner de la compétitivité aux entreprises et du pouvoir d'achat aux salariés, puisque finalement, c'est notre double peine que nous subissons. Vous payez des coûts salariaux beaucoup plus élevés que la moyenne européenne et vos salariés, les salariés français, ont une rémunération beaucoup plus faible que la moyenne européenne. Donc il faut aujourd'hui, pour réparer cette double erreur, eh bien, diminuer à la fois les charges qui pèsent sur les salaires pour augmenter le salaire net. Et pour cela, notre préalable, notre postulat de base, c'est la baisse des dépenses publiques, c'est la réforme de l'État, c'est les coûts indus. Un exemple, la suppression des ARS. Un exemple, est-ce que la strate régionale qui pose des normes, des schémas, est vraiment indispensable? Voilà, je pose ces questions. Il y a aussi une question essentielle sur la transition énergétique. Le discours du président de la République à Belfort, on peut y revenir, mais l'enjeu c'est 300 milliards d'euros sur le choix qui a été fait à Belfort. Si on a un mix différent avec plus de nucléaire, 57% et 21% de renouvelables, c'est la proposition d'André Merlin, on gagne 300 milliards d'euros. Donc pas de leçon de ceux qui ont dépensé sans compter et avec les résultats qu'on connaît. En même temps, la construction d'un EPR, c'est grosso modo à 10 milliards. On a les 6 EPR qui sont dans les tuyaux, on les aura que dans 10 ans. Donc il faut bien trouver des solutions énergétiques au préalable. Tout ça est chiffré. Une question de Fabrice Le Sachet du MEDEF sur l'Europe. Juste devant, au premier rang, si on peut vous donner un micro. Bonjour, Fabrice Le Sachet, vice-président du MEDEF en charge de l'Europe. Vous avez évoqué une baisse de la contribution française dans le budget européen, je crois, de 2 milliards. Comment vous faites pour maintenir des choses qui sont très importantes pour nous, comme la PAC, Erasmus, le Lyon-Turin? Et est-ce que vous avez l'assentiment des autres pays? Comment vous les embarquez dans cette proposition? Merci. Il n'y a pas de raison qu'on demande des économies à tout le monde et qu'on rationalise les dépenses de l'État et qu'on ne rationalise pas les dépenses de fonctionnement de l'Union européenne. Quand je vois que dans des territoires français aujourd'hui, notamment en Outre-mer, on n'a pas accès à l'eau potable, notamment en Guadeloupe, en Martinique, ou plus récemment on l'a vu à Mayotte, et que je vois l'Union européenne utiliser l'argent du contribuable pour aller financer le réseau d'eau à Gaza, alors ça fait sans doute plaisir à nos amis de la France insoumise, mais moi je me dis qu'en temps de crise, alors qu'on demande des économies à l'ensemble des collectivités, qu'on rationne les budgets des municipalités et des maires, et notamment des maires ruraux, et qu'on envisage de baisser les dépenses de fonctionnement de l'État, il n'y a pas de raison que l'Union européenne ne fasse pas d'économies. Aujourd'hui, nous sommes contributeurs nets. Et ce que je déplore, moi, au sein de l'espace européen, c'est que la France ne défende pas suffisamment ses intérêts, alors qu'elle est pourtant l'un des premiers contributeurs nets au budget de l'Union européenne. Le deuxième, elle ne l'a pas fait sur les questions énergétiques. Et si on avait obtenu une dérogation pour sortir des règles européennes de fixation des prix de l'énergie, on n'aurait pas eu besoin de débourser 70 milliards d'euros dans un bouclier énergétique et dans une logique de chèque qui est, à mon sens, inflationniste et contre-productive, alors qu'on pourrait immédiatement, par de la volonté politique et par une renégociation des règles, pouvoir bénéficier d'un avantage comparatif qui a toujours été le nôtre avec le nucléaire. Je le disais, la contribution française au budget de l'Union européenne, elle n'est pas limite, elle a explosé depuis 2017. 44% de hausse, je le rappelais tout à l'heure, pour la contribution brute, et la contribution nette a été multipliée par 3. Donc je pense qu'il faut la diminuer et qu'on peut dégager raisonnablement 2 à 3 milliards d'euros sur cette contribution en demandant évidemment à l'Union européenne aussi de rationaliser ses dépenses. Quand on voit aujourd'hui qu'on finance des infrastructures en Turquie, dans des pays qui sont très éloignés de notre civilisation et qui parfois utilisent cet argent pour faire du chantage à notre égard, je pense qu'il y a là une source d'économie intéressante pour les finances publiques. Et en la matière, le budget, moi je l'ai vu au Parlement européen, est d'une fuite en avant sans précédent. Donc il faudra aussi rationaliser de ce point de vue-là. Évidemment qu'on garantit le budget, notamment de la politique agricole commune ou de ce qui est financé sur le territoire français. C'est l'essentiel. Et pour une raison très simple, non seulement c'est l'essentiel, mais surtout c'est notre argent. Et donc en donnant moins à l'Union européenne, on flèche davantage vers l'économie réelle et l'économie française. Justement, vous avez proposé d'introduire une préférence nationale dans l'achat public. Cette mesure, elle aura forcément des conséquences directes sur les débouchés des entreprises qui exportent.
comment ferez-vous face aux mesures de rétorsion? On le voit bien actuellement sur la question des véhicules électriques, entre les rétorsions chinoises, immédiatement c'est sur le port. Il y a des mesures de rétorsion des autres. Ils ne restent pas là les bras ballants en disant merci. Mais les autres appliquent des mesures de rétorsion. Donc la question, c'est à partir de quand on va nous-mêmes décider de commercer avec les grandes puissances de ce monde à règles égales. Vous évoquez les véhicules thermiques, électriques, pardonnez-moi. 100% de droits de douane aux États-Unis sur des véhicules électriques chinois. Union européenne, le tarif extérieur commun, c'est 10% sur les véhicules. Donc ces mesures de rétorsion, elles existent déjà. Il s'agit juste de commercer avec les mêmes règles. Mais je l'ai dit, je pense que dans l'économie de la connaissance et dans l'économie du XXIe siècle, avec la réalité de la guerre économique, il faut quelques convictions et surtout beaucoup de pragmatisme dans la manière dont on décide économiquement de la politique du pays. Je pense que la commande publique, qui représente 200 milliards d'euros par an, doit être un levier sur lequel on doit s'appuyer pour redresser l'économie du pays. C'est un cercle vertueux et je pense précisément que l'argent des Français doit pouvoir bénéficier aussi en priorité aux entreprises françaises. Et ça me semble être un principe de bon sens, que de dire que des entreprises qui produisent sur le sol européen, qui produisent sur notre sol, doivent être prioritaires dans les marchés publics et dans la commande publique. J'étais hier à Eurosatory. À Eurosatory, on m'a rappelé que 80%, et je l'ai dénoncé pendant ma campagne européenne, 80% des hausses de budget liées à la défense dans les différents États membres de l'Union européenne depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine sont allées à des prestataires et à des sociétés extra-européennes et en partie à des sociétés américaines. Lorsqu'on voit, on est à quelques semaines des Jeux Olympiques, là aussi je vous rassure, je n'entends pas toucher, si j'accède demain à Matignon, à l'organisation des Jeux Olympiques et je fais confiance au service de l'État. Mais quand on voit que la peluche de la mascotte des Jeux Olympiques, pour les Jeux Olympiques de Paris, 75% de ces peluches sont produites en Chine, alors qu'on a de merveilleuses entreprises en France, bah oui, ça me fait mal. Donc je pense que par l'instauration de critères qualitatifs et de critères environnementaux, on doit pouvoir permettre au marché public de s'appuyer sur les entreprises françaises et de prioriser ceux qui produisent chez nous avec de l'emploi français et en Europe dans l'affectation des marchés publics. Une question maintenant pour Croissance Plus de Audrey Louel. Croissance Plus, vous savez, c'est l'association des entreprises justement qui progresse très vite, comme leur nom l'indique. Bonjour madame, bonjour messieurs. Donc, je suis Audrey Louaille, présidente de Croissance Plus et je suis chef d'entreprise, une société dans le digital en Bretagne. Ma question portera justement sur les investissements. Les investissements, c'est une condition sine qua non pour que nos sociétés se développent dans de bonnes conditions. L'investissement, c'est vraiment le cercle vertueux de la croissance, investissement, innovation, création d'emplois, partage des fruits de la croissance avec nos collaborateurs et plus de recettes fiscales. Maintenant, les besoins d'investissement de nos sociétés sont massifs, aussi bien dans le digital, dans la transition énergétique, dans l'IA et j'en passe. Et ces besoins sont bien au-delà de nos capacités françaises. En fait, nous ne pouvons pas vivre en vase clos. Donc, comment comptez-vous favoriser les investissements en France et notamment rendre attractifs les capitaux, les investissements des capitaux étrangers? Merci. C'est naturellement un enjeu majeur. Nous mesurons aujourd'hui que les niveaux, notamment consacrés à la recherche et au développement, qui sont les garants de l'avenir et de la modernité, de l'efficacité d'un pays, sont plus faibles aujourd'hui que dans les grands pays. On voit la guerre des blocs, la Chine, les États-Unis, les investissements massifs dans l'IRA aux États-Unis, les règles spécifiques à la Chine, et puis nous avons au milieu l'Union européenne avec les faiblesses qu'évoquait Jordan Bardella à l'instant, et à l'intérieur de l'Union européenne, parce que sur certains enjeux, la réponse, elle est européenne. La réponse, la taille de l'efficacité de la réponse doit être européenne. Mais au niveau français, il faut flécher des investissements, il faut soutenir les entreprises vers la croissance. C'est pour cela notamment que nous évoquons la création d'un fonds souverain. Il y a aujourd'hui 7 000 milliards d'euros d'épargne en France. Débloquer 1% de cette épargne et la flécher vers le secteur productif, vers l'investissement et donc vers la croissance, générerait naturellement un effet multiplicateur vers l'emploi, vers la croissance essentielle.
Donc ce sont ce type de réflexion nouvelle qu'il faut engendrer. Moi, je ne me résous pas à ce qu'on ait cette épargne dormante aujourd'hui qui n'est pas fléchée vers la production. On a perdu en 40 ans 2,5 millions d'emplois industriels. On les regagnera par l'investissement, la recherche et le développement. Est-ce que vous maintenez le crédit impôt recherche, qui est parfois controversé et pourtant si efficace? Est-ce que vous le maintenez dans les modalités actuelles? Bon, ça, c'est un point clair. Une question maintenant sur les... On reviendra sur les retraites ensuite. Une question de l'UDP avec Véronique Langlais sur la pénurie de main-d'œuvre. Est-ce que... Voilà. Bonjour, Véronique Langlais, donc je représente l'UDP, plus précisément la CGAD qui est l'antenne alimentaire et plus précisément la boucherie artisanale. Donc nous avons 7,5 de taux de chômage en France et paradoxalement, nous sommes nombreux en TPE à avoir de nombreuses tensions, notamment pour recruter. Aujourd'hui, je pense que vous avez un boulanger, un boucher. Les entreprises peuvent tenir la route grâce à nos travailleurs immigrés. Je voulais savoir quelle serait votre position concernant ces salariés qui sont maintenant même souvent des pièces maîtresses de nos entreprises. Quelle politique souhaitez-vous mener par rapport à ces travailleurs issus de l'immigration ou même immigrés et ceux qui sont à même d'être des candidats pour ces postes qui sont souvent non pourvus et qui peuvent mettre en péril nos entreprises? Merci de votre réponse. Alors, c'est un débat qui rappelle les termes de la loi immigration, tels que nous en avions débattu à l'Assemblée nationale avant qu'elle ne soit censurée par le Conseil constitutionnel dans ses dispositions majeures. Moi, nous en avions souvent parlé, notamment avec Patrick Martin. Je ne participais pas à cette idée de dire qu'on peut justifier une immigration supplémentaire, nouvelle, par une faiblesse de l'offre d'emploi dans des secteurs en tension. C'est une fausse solution, c'est une mauvaise réponse, c'est une réponse de facilité. Voilà, vous avez rappelé le taux de chômage, il est plus élevé, beaucoup plus élevé, c'est aussi un des éléments du bilan du gouvernement et de M. Le Maire, qui je crois va arriver dans quelques instants. On est beaucoup plus élevé que la moyenne européenne et il y a aujourd'hui des secteurs qui n'arrivent pas à recruter. On a un coût de la formation professionnelle qui est gigantesque, presque 30 milliards d'euros. Donc c'est là où il faut trouver des réponses. Sur l'immigration, il peut y avoir des points qualitatifs. Je pense en particulier aux médecins pour réparer les erreurs qui ont été commises depuis des années, notamment sur le numerus clausus. Dans la restauration, dans l'hôtellerie, dans le BTP, mais au niveau quantitatif, sur la restauration, sur le BTP, on doit avoir des solutions nationales, une meilleure formation, une meilleure rémunération, une meilleure attractivité de l'emploi. Mais écoutez, parce que les Français n'ont pas envie, certains Français n'ont pas envie de faire ce travail. Si je me suis engagé, Madame Chevrillon, c'est pour qu'on casse les codes de l'impuissance, de l'immobilisme qui paralyse le pays depuis 40 ans. On peut les encourager. Non, il ne faut pas forcer les gens. Il faut les inciter. Il faut qu'ils soient mieux rémunérés. D'où la baisse des charges, d'où la baisse des normes. C'est tout cela le défi qui est devant nous. Vous savez, vous vivez dans un vieux mode avec des vieux codes. On va les casser. On va changer ces politiques. C'est ça qui est devant nous. C'est cette révolution. Non, non, ce n'est pas une question d'âge. C'est une question d'idéologie. Rassurez-vous, rassurez-vous. L'âge n'a rien à voir là-dedans. C'est une question de mentalité, de courage, de volonté. C'est ça à quoi il faut s'attaquer. Allez, plus sérieusement, la question est grave, Jordan Bardella. Si je peux me permettre de compléter ce que tu disais, Eric, on ne peut pas réduire le phénomène de l'immigration aujourd'hui, 500 000 entrées sur le territoire par an, aux 40 000 titres qui sont accordés dans le cadre de contrats de travail. Il y a des manques aujourd'hui, évidents, indéniables, dans des professions qu'on a, tu rappelais les médecins, on pourrait parler des soudeurs qu'on fait venir des États-Unis aussi parce qu'on a affaibli la filière nucléaire. Il y a des sujets ponctuels. Mais je pense que de réduire cette question, pardon, comme vous l'avez fait un peu de manière simpliste, c'est-à-dire les Français sont des feignants, veulent pas bosser. Ah non, moi j'ai jamais utilisé ce mot-là. Je pense que c'est un raccourci un peu court. Je pense qu'il y a plusieurs. C'est vous qui dites, Jordan Bardella. Je pense qu'il y a plusieurs sujets. Il y a d'abord le sujet de la rémunération, et c'est la raison pour laquelle on veut permettre
aux chefs d'entreprise qui en ont la possibilité d'augmenter de 10% sans cotisation patronale les salaires dans leur entreprise jusqu'à 3 fois le SMIC. Je pense qu'il y a un sujet sur la formation. Il faut revaloriser les métiers manuels, les filières professionnelles. Et d'ailleurs, lorsque il y a eu ce débat sur la loi immigration, notamment sur l'article 3 qui était devenu 4 bis, je me souviens d'un communiqué commun du MEDEF, de la CPME et de l'UDP qui disait « Avant le recours à l'immigration, il faut tout faire en France pour pousser les conditions en France de l'emploi sur le territoire national avec de la main-d'œuvre nationale. » Donc il y a un sujet de rémunération, il y a un sujet de formation, il y a bien souvent, il ne faut pas le nier, un sujet de logement. Parce que quand vous êtes amené l'été sur la Côte d'Azur à aller chez toi faire un emploi dans un restaurant ou dans un hôtel et qu'il est impossible de se loger parce que l'essentiel du salaire sera mis dans le logement, ça pose un sujet. Et là, il faut évidemment que les collectivités aussi se mobilisent parce que c'est vrai que devant cela, les patrons n'ont pas d'autre choix que de loger leurs salariés l'été s'ils veulent avoir la possibilité de l'engager. Mais je pense que c'est un peu réducteur de dire parce qu'en fait les Français ne veulent pas travailler. Voilà, je pense que c'est un peu réducteur. Donc s'il y a des besoins ponctuels, il y a des besoins ponctuels, à condition qu'une fois que le contrat l'immigration économique, soit terminé, vous la maintenez. L'immigration de croissance. C'est-à-dire que quand on n'a pas de médecins, on a besoin d'aller chercher des médecins, ok. On a toujours été très clair sur cette position, mais pas de régularisation d'étrangers en situation irrégulière. Je suis opposé à ce principe, parce que ce principe, il est sans fin, que c'est un appel d'air pour des filières d'immigration considérables, et avec la deuxième condition, qu'une fois que le contrat de travail soit parti, la personne reparte dans son pays. Et moi, je souhaite qu'au bout de 6 mois, un étranger sur le sol français qui n'a pas d'activité, eh bien, soit amené à repartir dans son pays d'origine, parce que sinon, on ne s'en sort pas. Et l'afflux est tel aujourd'hui que l'immigration n'est plus seulement perçue comme une variable économique, mais comme une variable sociale, culturelle, parfois cultuelle, qui bouleverse aussi notre identité et notre sécurité dans d'innombrables territoires de France. Autre question, on revient sur le dossier des retraites. Une question pour le MEDEF de Xavier Oran, je ne sais pas comment. Ici, pardon. Je m'attendais à cette question pour la fin, évidemment. Bah oui, j'ai gardé cette question pour la fin. Bonjour messieurs, Xavier Oran, délégué général de Mobiliance. Il y a eu un peu de teasing effectivement tout à l'heure et je pense qu'il n'y a pas de politique publique efficace sans une profonde adhésion, une puissante adhésion de l'écosystème entrepreneurial et des salariés. Et dans l'équation un peu impossible qui est devenue notre contrat social aujourd'hui, il y a effectivement la question des retraites. Oui. Et en vous écoutant tout à l'heure, vous avez parlé d'un discours de vérité, vous êtes tous les deux devant nous aujourd'hui. C'est excellent parce que c'est un temps de clarification. Et je vous avoue ma perplexité. Quelle est votre ligne politique entre 60 ans, 62 ans, 64 ans, 67 ans je suis un peu perdu. Et alors que vous savez que l'ensemble des pays occidentaux, si ce n'est la totalité, ont reculé l'âge de départ légal à la retraite. Et il me semble, mais vous êtes là pour y répondre, que votre programme semble contradictoire avec les réalités démographiques et économiques, ainsi qu'avec les indications qui ont été publiées il y a encore quelques jours par le corps. Merci pour votre clarification. Conseil d'orientation des retraites. Bon, je savais que vous alliez me poser la question, naturellement. Moi, je ne vais pas vous faire de la langue de bois non plus sur ce que je pense. Je ne décalerai pas l'âge de départ à la retraite, parce que je pense que la réforme qui a été mise en œuvre par Emmanuel Macron est une réforme qui est injuste socialement, qui a mis des millions de Français dans les rues du pays et qui est très coûteuse sur le plan économique. Pour une raison très simple, c'est que nous avons aujourd'hui en France 2/3 des actifs de plus de 60 ans qui sont sans emploi. Par conséquent, ces personnes-là qui sont aujourd'hui au chômage, en invalidité ou évidemment au RSA, reporter l'âge de départ légal à la retraite de manière supplémentaire, c'est évidemment augmenter les dépenses sociales de l'État. Donc cette réforme qui a été mise en œuvre par Emmanuel Macron, elle a aussi un coût caché. Moi, j'ai un impératif, qui est un impératif de justice sociale que je crois nous partageons, qui est celui des carrières longues. Aujourd'hui, il y a des millions de Français qui font des métiers très difficiles, qui n'ont pas la chance que nous avons de pouvoir travailler dans des bureaux qui sont chauffés pendant l'hiver et qui ont la climatisation pendant l'été, qui font des métiers de force, qui font des métiers difficiles
et qui aimeraient pouvoir arriver à la retraite sans avoir le dos cassé et pouvoir profiter un tant soit peu de la vie en bonne santé. Or, aujourd'hui, l'espérance de vie en bonne santé dans notre société, elle stagne notamment chez les femmes et chez les plus précaires. Donc moi, je souhaite que ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans puissent partir à 60 ans avec 40 annuités. Au-delà, il y a une progressivité. Et c'est normal qu'il y ait une progressivité. Et cette progressivité, elle sera aussi déterminée par les marges budgétaires qui me seront données par l'audit. Mais je veux donner la priorité aux carrières longues. Et c'est la raison pour laquelle j'étais opposé à cette réforme Macron. Parce que aussi, je crois qu'il y a deux leviers pour la croissance. Il y a la productivité et il y a le taux d'activité. Or, je veux permettre aussi aux jeunes revalorisés dans les métiers manuels, d'être poussés très tôt sur le marché du travail. Et je veux aussi, pour répondre à ce besoin de main-d'œuvre, un système de retraite, d'où ma mesure sur les carrières longues, qui doit permettre aux jeunes d'entrer très tôt sur le marché du travail pour pouvoir aussi venir alimenter l'économie réelle. Donc voilà, encore une fois, mon impératif, c'est la croissance. Pour la croissance, il y a deux leviers, la productivité, le taux d'activité, et un système de retraite qui est juste, c'est aussi un système de retraite qui correspond aux besoins du marché du travail et qui pousse aussi les jeunes très tôt sur le marché du travail, avec une revalorisation des métiers manuels et des filières professionnelles. Et donc, je l'ai dit, dans le temps des réformes que je mettrai en œuvre dans la deuxième partie de mon action, c'est-à-dire à compter de l'automne, je veux permettre à ceux qui ont commencé à travailler très tôt de pouvoir partir plus tôt à la retraite, parce que je crois que c'est un impératif social que nous avons à l'égard de millions de Français. Donc, pour être sûr d'avoir bien compris, Hamid, vous ne touchez pas à la réforme des retraites telle qu'elle existe aujourd'hui, 64 ans, sauf pour les carrières longues. Ah bah si, de facto, j'y touche. Oui, non, mais vous allez dire... De facto, on abroge la réforme dans son système actuel. Oui, mais alors le taux général, le nombre d'annuités et l'âge de départ à la retraite, il sera de combien? Je vous ai répondu pour la première partie. Dans la deuxième voilà, c'est ça. Je suis très clair, dans la deuxième partie, nous avions fixé la progressivité à 62 ans dans le projet présidentiel de Marine Le Pen, qui prenait en compte aussi un état financier du pays qui avait 300 milliards d'euros de dettes en moins. Donc, au-delà, il y a une progressivité. Nous visons 62 ans, c'était le projet présidentiel de Marine Le Pen, mais je veux, et c'est ma priorité, que la France du travail et la France des classes populaires puissent pouvoir partir plus tôt à la retraite, et je ne reculerai pas sur ce point. D'accord. Mais donc, l'âge de 64 ans restera l'âge officiel? Non. Bah, si, parce que vous dites progressivement, mais progressivement... Oui, mais comprenez bien qu'avant de vous donner un calendrier, je veux d'abord avoir connaissance des marges budgétaires qui seront en ma possession. Donc je ne vais pas vous vendre des choses que je ne pourrais pas faire. En revanche, faire partir avant 20 ans des gens qui ont commencé à travailler très tôt, c'est 1,6 milliard d'euros et c'est peu ou prou le coût aujourd'hui que représente l'aide médicale d'État. Donc je ferai ce choix budgétaire. D'accord. Une question pour revenir un instant, c'est la toute dernière question du reste. Sur la question du SMIC, est-ce que vous pouvez nous repréciser hausse du SMIC 10%, mais comment éviter, parce que vous l'avez dit vous-même, Madame, je n'ai pas la désmicardisation? Non, alors ça c'est... La hausse du SMIC, c'est la France insoumise, et la désmicardisation, c'est le terme de Gabriel Attal. Donc, bah justement. Juste, il faut qu'on soit pointu. Oui. Vous mettez où? Pourquoi est-ce que je pense que ma solution est un peu meilleure que celle que propose le nouveau Front populaire? C'est parce qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui n'ont pas la possibilité, qui n'ont pas les marges pour augmenter le SMIC aujourd'hui. Et que donc cette solution va se traduire par des destructions d'emplois et va contraindre les chefs d'entreprise à faire des choix. Donc, la solution que je propose, c'est un deal gagnant-gagnant que nous passons avec les chefs d'entreprise. Vous augmentez, on vous donne la liberté d'augmenter de 10% les salaires dans votre entreprise jusqu'à 3 fois le SMIC. Naturellement, ces 10% de hausse sont exonérés de cotisations. Ça permet à la fois de répondre à la nécessité d'augmenter les salaires qui, je crois, sont trop bas dans notre pays et en même temps de laisser aux entreprises les marges nécessaires pour respirer lorsqu'elles vont mettre en place ces hausses. Comment faire? Peut-être une question avant la conclusion. Comment faire pour que la France reste un pays attractif et qu'à la limite, le fait que vous arriviez au pouvoir ne soit pas un repoussoir? Le principe de volontarisme, voilà. Je crois que ce qu'on va faire, la réforme, ce qui n'a jamais été fait par absence de courage, va rendre attractif le pays. Mais un mot, si vous le permettez, parce que je veux qu'on mette tout sur la table aussi. On arrive au terme. Et notamment sur la question des retraites, mais 2 chiffres. La réforme des retraites
en 2024 et en 2025, elle a un coût budgétaire supplémentaire pour l'État. Donc bien sûr, et je n'ignore pas la situation et l'évolution démographique et les grands équilibres, il y aura une réponse à moyen terme à apporter. Mais par rapport à la dérive des finances publiques, ce n'est pas l'enjeu 2024, ce n'est pas l'enjeu 2025. Un autre chiffre, 1,5 million de nets, c'est-à-dire de jeunes qui sont ni dans l'emploi, ni dans l'éducation, ni dans la formation. Ceux-là, il faut les mettre au travail. Moi, je crois à la valeur travail. Les seniors, Jordan Bardella l'a dit, le taux d'emploi des seniors est ridicule. D'où le contrat senior que vous aviez discuté. Donc l'enjeu, il est aussi dans des réponses beaucoup plus pragmatiques plutôt que dans des oukases ou dans des sujets qui ne sont pas les sujets de l'urgence. On a l'urgence, redresser le pays, on a le moyen terme, le rendre attractif, et on a la grande réforme globale pour les décennies à venir qu'on veut porter et qu'on initie dans une rupture totale. C'est ça aussi l'attractivité du pays. Mot de conclusion, peut-être. Enfin, mot de conclusion, c'est vraiment un mot. Jordan Bardella. Écoutez, pour redresser l'économie française et recréer les conditions de la croissance dans notre pays, on aura besoin de tout le monde. Voilà, moi, je n'entends pas opposer les forces productives entre elles, les petits contre les gros, les chefs d'entreprise contre les salariés, les artisans contre les commerçants. Je ne veux pas tout cela. Voilà, parce que je pense que c'est mauvais pour l'unité du pays, que c'est mauvais pour l'image de la France sur la scène internationale. Et le choix qui va se poser dans quelques jours, il est très simple. C'est l'extrême gauche, avec, je ne sais pas qui vous aurez à l'économie, M. Boyard peut-être, M. Coquerel, Mme Obono aux Affaires étrangères, qui considère que le Hamas est un mouvement de résistance, ou l'alternance raisonnable et responsable que nous sommes en train de bâtir avec Éric Ciotti, mais aussi avec beaucoup de gens d'ailleurs qui entrent en contact avec nous depuis plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs années, parce que je pense que la politique c'est une affaire de vagues, et que le score historique que nous avons réalisé avec le Rassemblement national lors des élections européennes est un formidable message d'espoir pour le pays, pour la fierté française, et moi je veux remettre le pays sur les rails, remettre de l'ordre dans les comptes, remettre de l'ordre dans l'État, et de la première minute jusqu'à la dernière seconde à Matignon, je mettrai mon énergie au service de mes compatriotes. Nous avons un pays avec des atouts incroyables, enviés dans le monde entier, et nous avons tous les atouts pour réussir. Ne manque peut-être que la volonté politique et la foi dans la France. Merci beaucoup, merci Jordan Bardella, merci Éric Ciotti.